Elle s'appelait Victoire. À seulement 16 ans, elle croyait à l'amour. Mais ce qu'elle allait vivre allait marquer son corps, son âme et toute sa vie. Dans ce petit village aux abords de Matadi, en République démocratique du Congo, vivait cette jeune fille pleine de douceur, belle, obéissante, timide. Elle aidait sa mère au chant, chantait à l'église le dimanche et rêvait encore aux princesses des contes qu'on lui racontait. Sa mère, Maman Rose, l'aimait de tout son cœur, mais depuis quelque temps, elle la sentait changer. Ses yeux n'avaient plus la même innocence. Elle traînait, s'absentait, murmurait au lieu de parler. Elle avait compris. Il y avait un garçon derrière tout ça, et ce garçon, c'était Patrick, un jeune homme de 18 ans, qui vivait provisoirement chez son oncle à cause de l'éloignement de sa famille. Grand, sourire charmeur, regard audacieux, il savait choisir ses mots. Et Victoire, trop jeune pour connaître les pièges de la vie, se laissait doucement envoûter. « Je t'aime, Victoire, toi seule. Un jour, je te marierai, je te le jure. » Ces paroles, elle les buvait comme de l'eau fraîche sous le soleil de midi. Elle fuyait la maison dès que ses parents étaient repartis, marchait pieds nus jusqu'à la cour de l'oncle de Patrick, juste pour l'entendre répéter ses promesses. Et là-bas, il l'embrassait, il la prenait dans ses bras, il lui murmurait des rêves qui n'étaient que des pièges. Petit à petit, il la poussait plus loin, et elle, croyant à l'amour, lui cédait tout. C'est notre secret, hein? Tu m'aimes, non? Alors fais-moi confiance. Chaque rencontre devenait plus intime, et chaque retour à la maison plus lourd à supporter. Victoire ne parlait plus à sa mère. Elle évitait le regard de son père, Papa Kasongo, un ancien militaire connu pour sa rigueur et son silence intimidant. L'école n'était plus une priorité. Les prières du soir n'étaient plus sincères. Une nuit, Papa Kasongo rentra un peu plus tôt que d'habitude. Dès qu'il passa la porte, il remarqua que Victoire n'était pas là. « Victoire est où ?» demanda-t-il, la voix grave. « Elle m'a dit qu'elle allait dormir chez sa cousine Aline, » répondit Maman Rose, un peu troublée. Il hocha la tête, sans rien dire, mais son regard était sombre. Il alla s'asseoir dehors, sur la chaise en bois, le regard fixé dans la nuit. Vers minuit passé, Victoire apparut enfin, les pieds sales, les vêtements froissés, le regard fuyant. « Bonsoir, papa », dit-elle d'une voix basse. Il ne répondit pas tout de suite. Il l'observa longuement, puis dit calmement. « Tu viens d'où ? De chez Aline ? À cette heure ? Tu penses que je suis né hier ? Tu étais vraiment chez ta cousine ?» Victoire baissa la tête, incapable de répondre. Il resta silencieux, longtemps. Puis il se leva, rentra sans dire un mot de plus. Le lendemain matin, très tôt, il alla voir la cousine Aline lui-même. « Hier soir, Victoire a dormi chez toi ?» demanda-t-il sans détour. Aline, confuse, répondit « Non, on ne s'est même pas vu depuis 3 jours. » Papa Kasongo ne dit rien. Il tourna les talons, le visage fermé, et se dirigea directement vers le chef du quartier. « Chef, je suis inquiet. Ma fille de 16 ans rentre de plus en plus tard à la maison. Hier soir, elle est rentrée à minuit, les vêtements froissés, les pieds sales, et incapable de me dire clairement où elle était. » Le chef, surpris, le regarda attentivement. « Tu suspectes quelque chose en particulier ? » ?»« Oui, il y a un garçon dans le quartier, Patrick. Je soupçonne qu'il l'a hébergé cette nuit. J'ai besoin qu'on tire ça au clair. »« D'accord, » répondit le chef. « On va voir ça tout de suite. » Il fit appeler 2 policiers du poste voisin, et ensemble, ils prirent la direction de la maison de l'oncle de Patrick. Quand ils arrivèrent, c'est l'oncle lui-même qui ouvrit. « C'est votre neveu, Patrick, qui vit ici ? » ?»« Oui, il est là. Pourquoi ? » ?»« On a reçu une plainte. Une jeune fille mineure aurait dormi ici, sans l'accord de ses parents. »« Hein ? Qui ça ?» Patrick apparut quelques secondes plus tard,
encore en short. Quand il vit papa Kasongo, il pâlit. « C'est ma fille que tu as couchée chez toi ?» demanda sèchement le père. « Elle voulait rester, c'est elle qui a insisté. Je l'aime, moi. » « Tu l'aimes ? À 16 ans, elle-même ne sait même pas ce qu'elle veut. » L'oncle de Patrick comprit la gravité de la situation. « Je ne savais rien de tout ça. S'il a fait ça dans ma maison, je ne veux plus le voir ici. Je suis un homme respectable. » Patrick fut emmené au poste pour interrogatoire, mais sans plainte officielle, et avec quelques billets glissés discrètement, il fut relâché quelques heures plus tard. Quand il rentra, son oncle était dans une colère noire. « Tu veux m'amener des histoires dans ce quartier ? Pars d'ici. Immédiatement, tu m'as assez sali comme ça. » Et Patrick fut chassé sans un mot. Pendant ce temps, Victoire était restée seule, enfermée dans sa chambre. Elle ne savait pas encore que ce n'était que le début de sa descente. Quelques semaines passèrent. Victoire restait enfermée la plupart du temps. Elle parlait peu, mangeait à peine, évitait les regards. Son ventre commençait à se dessiner et maman Rose, qui l'observait de plus en plus, ne tarda pas à comprendre. Un matin, alors qu'elle lavait du linge derrière la maison, elle surprit Victoire penchée, en train de vomir. Elle accourut, s'agenouilla. « Victoire, tu es malade ? Tu as mal où ?» Victoire ne répondit pas. Son visage était pâle, son regard fuyant. « Dis-moi, tu es enceinte ?» Un long silence. Puis Victoire éclata en sanglots. « Maman, je suis désolée. Je voulais te dire, je savais pas comment. » Maman Rose resta figée, les mains sur ses genoux. Elle ne cria pas. Elle ne dit rien. Son cœur semblait s'être arrêté. Elle se releva lentement, sans un mot, essuya ses mains mouillées sur son pagne et rentra dans la maison. Un peu plus tard, papa Kasongo arriva. Il la trouva assise sur le lit, immobile, le regard vide. « Tu es malade ? » demanda-t-il. Elle tourna la tête vers lui, les yeux humides. « C'est ta fille qui est malade, » murmura-t-elle. « Elle est enceinte. » Papa Kasongo ne bougea pas. Un silence lourd envahit la pièce. Puis il se leva brusquement, sortit sans dire un mot et alla droit vers la chambre de Victoire. Il ouvrit la porte sans frapper. « C'est vrai ?» Victoire sursauta, le visage trempé de larmes. Elle ne répondit pas. « Tu es enceinte ?» cria-t-il. Elle tomba à genoux, les mains jointes. « Papa, pardon. Je ne savais pas. C'était pas prévu. » « Tu ne savais pas ? Tu crois que je t'ai élevé pour que tu me foutes la honte comme ça ? Tu crois qu'on a trimé pour voir ça ?» Victoire pleurait. « C'est Patrick. »« Patrick ? Ce bon à rien ? Celui qu'on a chassé du quartier ? Et c'est maintenant toi qui reviens avec son enfant dans le ventre. » Il se retourna, frappa violemment la porte du poing. « Sors de chez moi. Papa, je t'en supplie, j'ai nulle part où aller. Tu as choisi ton chemin, alors marche dedans. Va retrouver ton amant et qu'il t'élève avec ton enfant. Ici, tu n'es plus chez toi. » Il se tourna vers sa femme. « Donne-lui un pagne, qu'elle ne sorte pas nue, mais qu'elle sorte. » Maman Rose, les larmes aux yeux, ne disait rien. Elle alla chercher un pagne, une chemise, les déposa sur le lit et se retourna sans regarder sa fille. Victoire les prit, tremblante, serra un petit sac contre elle, puis s'avança vers la porte. Avant de sortir, elle regarda ses parents une dernière fois. Personne ne la regardait. Alors elle sortit, le cœur brisé, le ventre noué, sans savoir où aller. Elle marcha longtemps, errant dans les rues comme une âme perdue. Les passants la regardaient, certains murmuraient, d'autres faisaient semblant de ne pas la voir. Après avoir longtemps tourné dans les ruelles, une idée lui traversa l'esprit. L'oncle de Patrick. Peut-être qu'il pourrait l'aider. Elle se dirigea vers sa maison. Arrivée devant la porte, elle frappa doucement. L'homme sortit, l'air surpris. « Victoire, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle hésita un instant, puis laissa tomber la bombe. « Je suis enceinte, et mes parents m'ont chassée. » Le silence tomba lourdement entre eux. « Tu veux dire que Patrick, à ton âge, quelle honte !
Je n'ai nulle part où aller. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie. » Il soupira, visiblement embarrassé. « Je ne peux pas t'héberger ici. Ma femme ne comprendra pas. Mais je peux te donner un peu d'argent et l'adresse des parents de Patrick. Ils vivent à Kananga. Tu peux essayer là-bas. » Il entra, griffonna une adresse sur un bout de papier et lui tendit un petit billet de 10 000 francs. « C'est tout ce que je peux faire. »« Merci, monsieur. » Victoire prit l'argent et le papier, puis se rendit directement à la gare routière. Elle acheta un ticket pour Kananga, porta son petit sac à l'épaule et monta dans un vieux bus collectif. Pendant tout le trajet, elle revivait les scènes. La voix de sa mère, son père furieux, les regards dans le village, la fuite, les prières silencieuses qu'elle murmurait sans cesse. Plus de 5 heures de route. Et enfin, elle arriva à Kananga. En descendant, elle demanda à une vendeuse de beignets où se trouvait le quartier indiqué sur le papier. Elle lui montra le chemin. Devant une maison en briques mal crépies, une femme balayait la cour. « Bonjour, madame, » dit Victoire timidement. « Bonjour, tu cherches qui ?»« Je cherche Patrick. » La femme la dévisagea, méfiante. « Pourquoi tu le cherches ?»« Je suis enceinte de lui, madame. » À ces mots, la femme lâcha son balai, écarquilla les yeux toute surprise. « Hein ? Toi aussi ? Tu viens avec cette histoire parce que tu as appris qu'il a rejoint l'armée ? Va-t'en d'ici ! Sorcière ! Tu crois que tu peux piéger mon fils ?» Un vieil homme sortit de la maison, alerté par le vacarme. « Que se passe-t-il ici ? Cette fille dit qu'elle est enceinte de notre fils. » Il s'approcha lentement de Victoire et la regarda longuement. « C'est vrai ce que tu dis là ? » ?»« Oui, monsieur. C'est votre fils Patrick qui m'a mise enceinte. D'où viens-tu ? » ?»« C'est son oncle qui m'a donné votre adresse. »« Patrick n'est pas ici. Il est à la base militaire. Il a été engagé. S'il vous plaît, monsieur, je vous en supplie, je n'ai nulle part où aller. Mes parents m'ont chassé. J'ai marché longtemps pour arriver jusqu'ici. » Le vieil homme réfléchit un instant. Puis il se tourna vers sa femme. « Emmène-la dans la petite chambre là-bas, au fond. »« Quoi ? Tu veux que cette fille reste ici ? Dans ma maison ? Tu as ramené quelle maison ici quand je t'ai épousée ? Fais ce que je dis et tais-toi. » Victoire sentit son cœur s'alléger. Elle suivit la femme en silence. Mais à peine la porte de la chambre fermée, la voix de la femme se fit froide et coupante. « Écoute-moi bien, petite. Ce n'est que le début. Tu crois que tu as gagné ? Tu crois vraiment réussir ton plan pour ruiner mon fils ? On verra bien. » Elle croyait avoir trouvé un abri, mais elle venait de plonger dans un enfer silencieux. Dès le lendemain matin, alors que le coq venait à peine de chanter, Victoire fut réveillée brutalement. « Tu dors encore à cette heure-ci ? Tu crois que tu es venue ici pour faire la princesse ?» Victoire se leva en sursaut. « Je suis désolée, maman. Ne m'appelle pas maman. Tu vas balayer toute la cour, laver mes habits dehors, préparer à manger pour tout le monde. Et si tu ne finis pas tout avant 16 heures, tu ne mangeras pas une miette ici. Tu m'as comprise ?» Victoire baissa les yeux et hocha la tête. C'était le début d'un long supplice. Chaque jour, les corvées s'enchaînèrent sans repos. Elle devait faire la vaisselle, aller chercher l'eau, laver les vêtements de toute la famille, sous les insultes constantes de Maman Ganda, la mère de Patrick. « Sorcière de village, tu crois que parce que tu es enceinte, tu es une femme ? Regarde-toi, tu fais pitié. Même un cochon a plus de dignité que toi. » Victoire encaissait tout en silence. Elle pleurait souvent la nuit, seule dans la petite chambre au fond, priant Dieu de lui donner la force de ne pas s'effondrer. Elle pensait à sa mère, à son père, à son ancienne vie. Et surtout, elle pensait à Patrick, l'auteur de ce chaos. Où était-il ? Pourquoi ne l'appelait-il pas ? Ne savait-il pas ce qu'elle endurait ici à cause de lui ? 3 mois passèrent, et un jour, alors qu'elle balayait le salon, une silhouette apparut dans la cour. Elle leva la tête et sentit son cœur s'emballer. C'était lui. Patrick venait de rentrer de la base militaire. Il portait un uniforme, semblait plus costaud, plus adulte, mais son regard restait le même. Victoire court vers lui, le cœur rempli d'émotion. « Patrick, Patrick, tu es là !» Mais il la repoussa violemment. « Hé, tu me touches pourquoi ? Tu fais quoi ici chez moi ?
Victoire recula, figée. Maman Nganda sortit aussitôt de la maison, les bras levés. « Mon fils, regarde-moi cette fille. Elle est venue ici il y a 3 mois, disant qu'elle est enceinte de toi. Je lui ai dit de partir, mais ton père l'a gardée ici de force. Sorcellerie même. » Patrick regarda sa mère sans dire un mot, puis se dirigea vers l'arrière-cour, où son père l'appelait déjà. Pendant ce temps, Victoire rentra dans sa chambre et s'effondra au sol. Elle avait cru qu'il allait la prendre dans ses bras. Elle avait rêvé qu'il l'appellerait « ma femme », qu'il s'inquiéterait pour son ventre qui s'arrondissait. Mais il venait de la repousser comme une étrangère. Elle sanglotait, le visage dans ses genoux. Quelques minutes plus tard, Papa Lukusa, le père de Patrick, frappa à la porte. « Victoire, viens au salon. On va faire une réunion familiale. » Elle s'essuya les larmes et sortit doucement. Assis dans le salon, Patrick, ses parents et une cousine. L'ambiance était tendue. Le silence pesait lourd. Papa Lukusa prit la parole. « Patrick, cette fille dit qu'elle porte ton enfant. Elle vit ici depuis 3 mois. Dis-nous la vérité. Est-ce que tu es le père ?» Patrick soupira. « Je reconnais que j'ai eu un rapport avec elle. Une seule fois. Mais je ne pensais pas qu'elle allait tomber enceinte. »« Très bien, » répondit son père calmement. « Maintenant que tu es assez grand pour faire des enfants, tu es aussi assez grand pour en prendre la responsabilité. Tu travailles, tu es militaire. À partir de maintenant, tu t'occupes d'elle et de l'enfant. C'est ton devoir. » Il se leva, regarda tout le monde. « J'ai fini de parler. » Victoire le regarda, les yeux brillants de gratitude. Mais Patrick, lui, ne dit pas un mot. Quelques semaines plus tard, il devait retourner à la base. Avant de partir, il tendit à Victoire une enveloppe contenant quelques billets. « Tiens, c'est pour les affaires du bébé. Je reviendrai plus tard. » Pas un sourire, pas une caresse, pas un mot tendre, juste l'indifférence. Et il s'en alla. Victoire referma la porte, se laissa tomber sur le lit et pleura. Elle venait de comprendre que ce n'était pas un retour, mais un abandon déguisé. Le ventre de Victoire arrondissait. Les mois passaient, mais l'amour, lui, ne venait pas. Patrick était reparti depuis longtemps. Il n'avait jamais envoyé un message, jamais pris de nouvelles. Et à la maison, c'était pire qu'avant. Chaque jour était une bataille, chaque nuit un supplice. Maman Nganda, rongée par la jalousie et la colère, semblait avoir pour mission de lui faire payer l'existence de l'enfant à venir. « Si mon fils ne veut plus de toi, c'est que tu es maudite, et tant que tu vivras sous mon toit, tu sentiras ce que ça fait de voler le futur d'une autre femme. » Victoire faisait tout pour éviter les disputes, mais ce matin-là, elle n'eut pas le temps de fuir. Le soleil s'était à peine levé. Victoire dormait encore, épuisée par la fatigue de la grossesse. Elle rêvait qu'elle courait avec son enfant dans les bras, qu'elle fuyait un danger. Et puis, le cauchemar devint réalité. Un grand fracas dans la pièce. La porte s'ouvrit brusquement. « Hé, tu dors encore à cette heure-là » Maman Nganda tenait un balai en bois dans ses mains. Elle s'approcha furieusement du lit. « Tu crois que tu es en vacances ici ? Tu veux que je te serve à manger, hein ?» Victoire tenta de se lever, confuse, mais déjà la première gifle claqua. « Maman, pitié, j'ai mal. » Mais la femme ne s'arrêtait pas. Aveuglée par la haine, elle frappait encore et encore. « Si tu accouches ici, je jure que je jette l'enfant à la rivière. Sale fille, sorcière, tu as détruit la vie de mon fils. » Soudain, Victoire poussa un cri déchirant. Elle sentit une douleur aiguë dans le bas-ventre, une chaleur étrange, puis un liquide se répandit sur le sol. Elle perdit connaissance. La scène choqua même les voisins, qui accoururent. Ils trouvèrent Victoire allongée au sol, inconsciente, le ventre contracté, les yeux fermés, du sang entre les jambes. « Elle va perdre l'enfant! Amenez-la vite à l'hôpital !» Un motard du quartier l'embarqua à l'arrière de sa moto. En route, Victoire reprend connaissance et se mit à crier. Les douleurs étaient insupportables. Arrivée à l'hôpital, les médecins la prirent en charge immédiatement. « On doit faire une césarienne d'urgence. Si on attend,
On perdra l'enfant et la mère. Victoire pleurait, terrifiée. Elle n'avait jamais connu une telle souffrance. Dans la salle d'opération, entre la vie et la mort, elle priait en silence. « Seigneur, sauve mon bébé, je t'en supplie. » Quelques heures plus tard, un miracle. Elle ouvrit les yeux. Elle était faible, mais vivante. Une infirmière souriante lui tendit un petit paquet rose. « C'est une fille, elle est en bonne santé. » Victoire serra l'enfant contre elle. Son cœur battait vite. Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit quelque chose qu'elle croyait perdu, de la joie. Elle murmura doucement, les larmes aux yeux, « Je vais t'appeler Mina, parce que même dans la souffrance, tu es la seule chose belle qui m'est arrivée. » Mais la paix fut de courte durée. 3 jours plus tard, elle fut renvoyée de l'hôpital. Sans argent, sans famille, sans choix. Elle retourna chez les parents de Patrick. Le père, Papa Lukusa, l'accueillit sans un mot, mais la mère, elle n'avait pas changé. Elle l'ignora, ne lui adressa ni regard, ni mot. Elle refusa de l'aider à s'occuper du bébé et lui interdisait d'utiliser les ustensiles de la maison. « Tu veux nourrir ton enfant ? Sors et trouve ton propre manioc. Tu veux que je l'élève pour toi, peut-être ?» Victoire endurait, silencieuse, solitaire. Mais dans ses bras, elle tenait sa lumière. Les jours passaient, les nuits étaient longues, les matins encore plus durs. Victoire, désormais mère, faisait tout pour nourrir Mina. Elle lavait les habits du quartier contre quelques pièces, ramassait le bois en brousse qu'elle vendait parfois au marché. Mais dans la maison de Patrick, elle était invisible. Mama Nganda ne lui adressait jamais un mot. Quand elle passait devant elle, elle se contentait de souffler fort, comme si l'air était devenu irrespirable depuis que Victoire était là. Et pourtant, c'est dans cette même maison que l'enfant de son fils respirait désormais. Papa Lukusa, lui, l'aidait discrètement. Il lui donnait de temps à autre quelques billets en murmurant « Courage, ma fille, Dieu ne dort pas ». Puis, un matin, alors que Victoire lavait des couches dans la cour, elle entendit un vrombissement de moto. Elle leva la tête. Patrick, il venait d'arriver, en uniforme, plus costaud, plus sérieux, accompagné de 2 collègues militaires. Elle sentit son cœur s'emballer. Peut-être qu'en voyant leur enfant, son cœur allait changer. Elle déposa rapidement la bassine et courut vers lui. « Patrick, regarde, ta fille, elle s'appelle Mina. » Mais il s'arrêta net. Son visage resta figé, froid. Il leva la main pour l'arrêter à distance. Victoire s'arrêta, choquée. « Je suis venue te montrer ton enfant. »« Quel enfant ? Ne me fatigue pas. J'ai déjà donné l'argent avant de repartir, non ? Qu'est-ce que tu veux encore ?» À ce moment-là, Mama Nganda sortit de la maison, sourire aux lèvres. « Mon fils, laisse-la. Depuis que tu es parti, elle se promène ici avec ce bébé, comme si elle voulait qu'on l'adopte. » Patrick serra les poings. Puis il entra dans la maison. Victoire retourna dans la chambre, effondrée. Elle n'avait rien demandé. Elle voulait juste qu'il regarde l'enfant, qu'il lui dise un mot, qu'il lui reconnaisse un minimum d'humanité. Quelques heures plus tard, Papa Lukusa la convoqua une nouvelle fois au salon pour une réunion familiale. Tous étaient là. Patrick, sa mère, Victoire et son bébé dans ses bras. Le vieil homme prit la parole, calme mais ferme. « Patrick, ça fait maintenant presque 1 an que cette fille vit ici avec nous. Tu sais ce qu'elle traverse. Elle dit que cet enfant est le tien. Et toi-même, tu l'as reconnu devant nous. Alors dis-moi, maintenant que tu es un homme, que comptes-tu faire ?» Patrick haussa les épaules. « Je n'ai jamais dit que je voulais d'elle. Elle est venue ici de son propre chef. J'ai reconnu avoir couché avec elle une fois, mais c'est tout. » Papa Lukusa tapa fort sur la table. « C'est tout ? Donc tu fais des enfants et tu dis « c'est tout ? Tu es mon fils, mais tu n'es pas un animal. Tu dois assumer. » Je l'ai déjà aidé, non ? Je lui ai donné de l'argent. Tu penses qu'un enfant se nourrit avec une seule enveloppe ? Tu es militaire maintenant. Tu gagnes un salaire. À partir de ce jour, tu prends en charge tous les besoins de cette fille et de sa fille. Sinon, ne m'appelle plus jamais papa. » Il se leva, regarda chacun dans les yeux
puis sortit du salon. Le silence tomba. Patrick fixa Victoire un moment. Son regard était sec, plein de reproches injustes. « Je vais faire ce que papa a dit. Mais ne crois pas que je suis revenu pour t'aimer. Ne rêve pas. » Et il quitta la pièce. Victoire resta là, droite, sans un mot, tenant Mina contre elle, le cœur battant, le regard dans le vide. Elle venait de comprendre qu'il n'y aurait ni amour, ni retour en arrière, juste une obligation, une façade, et un poids qui resterait sur son dos. Depuis le retour de Patrick, rien n'avait changé. Il dormait à la maison comme un invité silencieux, ignorait Mina et évitait Victoire comme si elle portait la peste. Mais Maman Nganda, quant à elle, sa colère semblait s'être nourrie du mépris de son propre fils. Comme si elle cherchait une coupable pour l'échec de l'amour que Patrick ne ressentait pas. Et Victoire était la cible toute désignée. Le lendemain matin, sans prévenir personne, elle attacha le bébé dans son pagne, prit le petit sac qu'elle avait rangé sous le lit et quitta la maison à l'aube. Elle marcha sans se retourner. Personne ne la suivit. Elle arriva à la gare routière et demanda un ticket pour n'importe quelle destination. « Emmenez-moi juste loin d'ici. Je m'en fiche du nom. Je veux juste partir. » Le bus roulait depuis des heures, cahotant sur les routes poussiéreuses. Victoire regardait par la fenêtre, sans voir vraiment le paysage. Mina dormait paisiblement contre elle, attachée dans son pagne. Son cœur battait vite, sans but précis. Elle avait juste fui. Elle ne savait pas où elle allait. Elle ne voulait même pas savoir. C'est en voyant les grandes avenues, les klaxons bruyants, les foules pressées et les bâtiments entassés que le chauffeur lança « Dernier arrêt, Kinshasa !» Victoire leva les yeux, surprise. Kinshasa, elle n'y avait jamais mis les pieds. Mais au fond, c'était peut-être mieux ainsi. Un endroit où personne ne la connaissait, où elle pouvait recommencer. Elle descendit, le sac en main, le bébé dans le dos. Autour d'elle, tout semblait aller vite. Les vendeurs criaient, les motos bourdonnaient, les odeurs se mélangeaient. Elle était perdue, mais libre. Pendant 2 jours, elle dormit dans un coin de marché, sur du carton, se réveillant au moindre bruit. Elle cachait Mina dans son pagne, l'allaitait discrètement, priait sans cesse. Elle ne voulait pas mendier, mais elle avait faim, l'enfant aussi. Le 3e jour, alors qu'elle tentait de vendre quelques morceaux de savon qu'une vieille femme lui avait donnés, une voix l'interpella doucement. « Toi, tu es nouvelle ici, hein ?» Victoire se retourna. Une femme d'une 40aine d'années, grande, élégante malgré la modestie de ses vêtements, la regardait avec curiosité. « Tu dors là-bas, au marché, depuis 2 jours, avec le bébé. C'est ton enfant ?» Victoire hocha la tête, sans savoir quoi répondre. « Viens, je m'appelle Mama José. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai une chambre de libre. Tu peux dormir chez moi. Je ne supporte pas de voir une jeune fille et son enfant dormir dehors. » Victoire resta figée. Les larmes montaient. Elle voulait répondre, mais sa gorge était nouée. « Merci, » murmura-t-elle, la voix tremblante. Et c'est ainsi que le destin changea une fois de plus. Mama José vivait dans un quartier modeste de Lemba. Une petite maison modeste, mais propre, avec une grande cour. Elle vendait du pain et du thé au matin et cousait des habits le reste de la journée. Elle logea Victoire dans une petite chambre au fond de la cour, avec un matelas simple et une natte. « Repose-toi aujourd'hui. Demain, on voit ce que tu sais faire, d'accord ?» Victoire sourit timidement. Elle n'avait rien, mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait un brin de chaleur. Une main tendue, sans intérêt. Une lumière. Dès le lendemain, elle aida à vendre le pain. Elle transportait les thermos, servait les clients avec un sourire timide, s'occupait de Mina entre 2 ventes. Elle travaillait dur, sans se plaindre, et jour après jour, elle apprenait. Mama José lui montra comment coudre à la machine. Elle ne comprenait pas tout au début, mais elle insistait. Elle restait parfois éveillée jusqu'à minuit pour finir un ourlet, apprendre un patron, corriger ses erreurs. « Tu es courageuse, ma fille », lui disait souvent Mama José. « Avec un cœur comme le tien, Dieu finira par t'élever. » Les mois passèrent. Mina grandissait. Elle était vive,
belle, toujours collée à sa mère. Elle babillait tôt, marchait vite et riait souvent. Victoire l'élevait avec douceur et fermeté. Elle ne voulait pas qu'elle sente le vide autour d'elle. Elle voulait qu'elle grandisse avec l'amour qu'elle-même n'avait pas reçu. Un jour, Victoire cousit une robe toute seule, une vraie réussite. Elle la montra à Mama José, qui applaudit de joie. « Tu es prête, il faut que tu aies ton propre petit stand. » Avec ses premières économies, Victoire acheta une vieille table, une bâche, et installa un petit coin couture au marché. Elle proposait des retouches, des ourlets, des petites robes. Au début, les clientes la regardèrent de haut. « Tu sais coudre au moins ? Tu n'es pas trop jeune ?» Mais quand elles virent son travail, sa patience, son sérieux, elles commencèrent à revenir, puis à recommander. En 1 an, Victoire était devenue une vraie couturière du quartier. Elle avait des clientes régulières, un carnet de commandes et même un petit panneau peint avec soin. Atelier Mina Couture. Chaque fois qu'elle posait les yeux sur sa fille, elle se disait « Tu es mon miracle, mon moteur, ma fierté. » Mais dans le secret de ses pensées, il restait une cicatrice. Elle n'en parlait jamais, pas même à Mina, ses parents. Est-ce qu'ils pensaient encore à elle ? Est-ce qu'ils savaient ce qu'elle était devenue ? Regrettait-il ? Était-il seulement encore en vie ? Victoire gardait tout ça pour elle, jusqu'à ce soir-là. Après une longue journée, Victoire était assise dans la cour avec Mama José. Mina dormait déjà, blottie dans la petite chambre. Le calme régnait. « Tu sais, un jour, il faudra que ta fille sache d'où elle vient, » dit doucement Mama José. Victoire fronça légèrement les sourcils. « Parfois, je me dis que c'est fini. » Mama José tourna la tête vers elle, les yeux doux. « Tu as refait ta vie, c'est vrai. Tu es forte, Victoire. Mais on ne construit pas un arbre sans racines. Même l'arbre le plus robuste a besoin de savoir d'où il vient. » Victoire ne répondit pas. Même si c'est juste pour les saluer, pour leur montrer l'enfant, elle mérite de savoir, de voir leur visage, si jamais ils sont encore en vie. Victoire resta silencieuse, fixant le sol. « Et s'ils ne veulent toujours pas de moi ?» Mama José posa une main sur son bras. « Alors, au moins, tu sauras que tu as fait ta part, et ta fille saura que tu n'as pas fui ton histoire. » Un long soupir s'échappa des lèvres de Victoire. Puis elle murmura, presque à contre-cœur. « D'accord, je vais essayer. » Maman José sourit et serra Victoire fort dans ses bras. « Tu es brave, ma fille. » Le matin du départ, Kinshasa semblait plus bruyante que d'habitude. Mais dans le cœur de Victoire, c'était le silence. Elle avait préparé Mina, maintenant âgée de 6 ans, avec sa plus belle robe. Une robe rose pâle qu'elle avait cousue elle-même avec des petites perles au col. « On va voir où maman a grandi », dit-elle doucement à sa fille dans le bus. Et peut-être où maman a été brisée. Le trajet fut long, très long, comme si la route voulait tester sa détermination. Mais Victoire ne détourna pas le regard. Elle n'était plus la petite fille fuyante d'autrefois. Elle était une femme, une mère. Quand le bus s'arrêta enfin sur la terre battue du village, son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait éclater. Rien n'avait changé. Le même vieux fromager au milieu de la place, les mêmes enfants qui couraient pieds nus, les mêmes visages, mais plus âgés. Certains l'avaient reconnue. « C'est pas la fille de Papa Kassongo, ça ? La petite Victoire ?» Mais ils n'osèrent pas s'approcher. Son allure avait changé. Elle portait une robe longue, ses cheveux bien tressés. Et surtout, une dignité dans sa démarche que même la misère ne pouvait plus effacer. Elle s'arrêta devant la maison de ses parents. Le portail en fer était rouillé. La peinture avait vieilli, mais elle était là. La même maison qui l'avait rejetée. Elle inspira profondément, puis frappa à la porte. C'est maman Rose qui ouvrit. Elle resta figée, le regard accroché à ce visage qu'elle n'avait pas vu depuis 6 ans. Un visage plus mûr, plus ferme, mais qu'elle aurait reconnu entre 1000. Victoire, elle, gardait les yeux humbles. Elle ne dit rien. Elle poussa doucement Mina devant elle. « Bonjour maman, voici Mina, ta petite fille. » Le choc fut si violent que maman Rose ressentira un frisson lui traverser le corps.
Elle porte la main à sa bouche, incapable de parler. Papa Kazongo sortit aussitôt, alerté par le bruit. Quand il vit sa fille, il s'arrêta net. Ils se regardèrent, longuement. Puis son regard tomba sur la petite. « C'est ta fille ?» demanda-t-il, la voix enrouée. « Oui, papa. Elle est née après que vous m'ayez mise dehors. » Un silence de mort s'installa. Puis Mina, innocemment, leva les yeux vers le vieil homme. « Bonjour, grand-père. » Et là, quelque chose se brisa. Papa Kazongo tomba à genoux, les mains sur la tête. « Seigneur, qu'ai-je fait ?» Il pleura. Lui, l'ancien militaire, l'homme de pierre, devant tout le monde. Il pleura comme un enfant. Maman Rose, tremblante, posa la main sur l'épaule de Victoire. « Pardonne-nous, ma fille. On ne savait pas. On a eu peur du déshonneur, pas de toi. Mais ce qu'on a fait, c'était pire que la honte. » Victoire ne répondit pas tout de suite. Elle sentit ses jambes faiblir. Les larmes coulaient sans effort. C'était comme si le temps s'était arrêté. Comme si l'univers s'excusait enfin. Elle s'approcha lentement, puis serra sa mère dans ses bras, fort longtemps. Papa Kazongo, toujours à genoux, tenait la main de Mina, répétant « Pardon, pardon, pardon ». Les voisins, attirés par la scène, regardaient en silence. Certains pleuraient, d'autres priaient. Personne ne disait mot. Ils assistaient à une réconciliation sacrée. Ce soir-là, Victoire et Mina dormirent dans la maison familiale. Pour la première fois depuis des années, sans peur, sans humiliation. Et au petit matin, devant un bol de bouillie fumante, Papa Kazongo murmura « Si tu veux, tu peux rester. Cette maison est à toi. Elle l'a toujours été. » Mais Victoire sourit doucement. « Merci, papa. Mais ma vie est à Kinshasa maintenant. Je suis venu juste pour vous dire que j'ai survécu. Et que malgré tout, Dieu m'a donné une raison de continuer. » Mina. Un silence ému s'installa. Puis, maman Rose demanda, la voix hésitante, « Et le garçon, Patrick, tu sais ce qu'il est devenu ?» Victoire leva les yeux vers le ciel. « Non, et je ne veux pas le savoir. Il fait partie du passé. Moi, j'ai choisi de vivre. » Quelques jours après la visite au village, Victoire et Mina prirent à nouveau la route vers Kinshasa. Mais cette fois, ce n'était plus une fuite. C'était un retour. Elles étaient parties comme des ombres. Elles revenaient comme des femmes debout. De retour à Lemba, Mama José les accueillit les bras ouverts. « Ah, ma fille, tu as les yeux d'une femme qui a fait la paix avec son passé. »« Oui, maman. Et maintenant, je suis prête pour l'avenir. » Les mois passèrent. Mina entra à l'école. Elle montra très vite des signes de précocité. Première de sa classe, curieuse, appliquée. Elle lisait tout ce qui lui tombait sous la main. Elle parlait comme une adulte et regardait sa mère avec une admiration silencieuse. Victoire, elle, faisait grandir son atelier. Elle avait quitté le marché. Grâce à l'aide de Mama José, d'un petit prêt local et surtout de ses économies, elle loua une petite boutique. Atelier Mina Couture devint une référence dans le quartier, puis dans la commune, puis sur les réseaux sociaux. Victoire restait humble. Elle cousait encore elle-même. Elle formait des jeunes filles sans moyens. Elle offrait des habits gratuits aux enfants des rues, chaque Noël. Elle n'oubliait pas, car elle savait d'où elle venait. Un jour, alors qu'elle rangeait des tissus, une cliente entra. Une dame âgée, bien habillée, avec un regard doux. « Vous êtes Victoire Kaya ?» demanda-t-elle. « Oui, madame. Je viens de la part de la fondation Femmes Debout. On a entendu parler de votre parcours. On aimerait que vous preniez la parole lors de notre conférence nationale, pour inspirer d'autres femmes. Vous accepteriez ?» Victoire resta sans voix. Elle n'avait jamais raconté toute son histoire en public. Mais elle regarda Mina qui lui souriait juste à côté. Elle pensa à son parcours, puis elle sourit. « D'accord, madame. Je vous remercie, j'y serai. » Et ce jour-là, devant des centaines de femmes, des autorités, des journalistes, Victoire monta sur scène. Elle raconta tout, sans haine, sans colère. Victoire prit le micro et dit «
Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une fille que tout le monde croyait finie, mais que Dieu a relevée. Si vous êtes dans la douleur, dans l'humiliation, dans la solitude, souvenez-vous, ce n'est jamais la fin. La douleur ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous en faites. Ce jour-là, Victoire Kaya devint une voix pour celle qu'on n'entend jamais. Quelques mois plus tard, elle ouvrit un second atelier, puis une fondation d'aide aux mères abandonnées, puis un centre de formation gratuit pour les filles mères. Et Patrick, il avait été vu à la télé un jour, lors d'un reportage militaire, un simple soldat, éteint, fatigué, loin, perdu dans les postes reculés de l'Est. Mais Victoire ne ressentait plus rien. Elle avait guéri. Derrière elle, le passé. Devant elle, une vie à reconstruire. Et dans ses bras, l'avenir. Ne brisez jamais une personne simplement parce qu'elle est jeune, pauvre ou naïve. Car un jour, elle se relèvera et vous ne pourrez plus jamais l'atteindre. Le mal ne triomphe jamais éternellement. Il peut se moquer un instant, mais le bien finit toujours par guérir, reconstruire et éclairer. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, laissez un like, abonnez-vous à HD Story et partagez-la autour de vous. Un simple geste peut parfois faire beaucoup. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire bienveillant. Vos mots nous motivent énormément et nous poussent à raconter encore plus d'histoires vraies, puissantes et humaines. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle histoire.